Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. Mickaël, vous êtes éditorialiste sur A24 News. On va vous avoir régulièrement sur cette antenne pour cette campagne des législatives. Mickaël, on vient de vivre, je crois, l'une des semaines les plus folles de la politique française sous la Ve République. Maintenant que le choc de la dissolution est passé, les candidatures ont été déposées hier. Est-ce qu'on peut revenir un peu pour démarrer ensemble, Mickaël Darmon, sur le fond? Quel est l'objectif de cette dissolution, en tout cas pour le président de la République? Ça restera sûrement une des énigmes également de cette crise de la Ve République, parce qu'on voit bien qu'on hésite encore à ce stade entre une dissolution, on va dire, de confort pour pouvoir justement tenter de récupérer une autorité perdue depuis qu'il est en suivi à une majorité relative après les élections de 2022. La sanction très forte exprimée par les électeurs le scrutin du 9 juin a plongé effectivement le président de la République dans une sorte de nouvel empêchement, et il tente de desserrer un étau en appuyant sur le bouton de la dissolution à laquelle il réfléchissait déjà, mais plutôt pour le mois de septembre, en le faisant plutôt de façon à obliger à ce qu'il a fait une clarification qui était le maître mot de sa conférence de presse et de sa justification, mais qui a plutôt provoqué une sorte d'explosion en chaîne, décomposition, et qui aboutit à une sorte de maelstrom politique depuis hier soir, auquel les électeurs ont bien du mal donc à se référer et à comprendre vraiment les enjeux. Alors justement, pour comprendre ces enjeux, on va aller du côté de la NUPS 2, Nouveau Front Populaire. Comment on peut expliquer, Mickaël Darmon, qu'il y a à peine 8 jours, parce que ça va tellement vite qu'il faut se remettre dans l'actualité, il y a à peine 8 jours, c'était les élections européennes, tous ces partis se présentaient en ordre dispersé, après des semaines de campagne émaillées de propos violents, d'insultes, de désaccords profonds sur les programmes, et en 3 jours, tout ce petit monde a réussi à s'entendre autour d'un programme. Et d'ailleurs, qui a gagné dans ce programme? C'est la tendance LFI, c'est la tendance PS, ou c'est un salmigondi de tout cela? Alors tout d'abord, ça permet de rappeler, de constater que la politique, ce sont aussi des questions très prosaïques, et que la victoire des idées passe d'abord par la victoire d'un siège. De ce point de vue-là, c'est ce que vous avez effectivement résumé comme étant une soudaine réconciliation s'est faite sur un ordre de volonté de survie absolue de chacun des députés, c'est-à-dire il faut d'abord sauver son siège, parce que son siège, c'est comme ça qu'on existe en politique, c'est comme ça qu'on est financé, et qu'un parti donc peut vivre et exercer son droit de faire la politique. Donc tout de suite, les idées sont mises de côté, bien évidemment, et comment fait-on pour sauver son siège? C'est exactement la réflexion qu'a eu Olivier Faure dès l'annonce de la dissolution. Il a regardé comment les sortants autour de son parti et de l'UNICEF pouvaient être sauvés. Ça passait obligatoirement par retrouver un accord avec la France Insoumise, et peut-être également essayer de tordre quelques convictions pour cela. Qui a gagné dans ce rapport de force? Mais je dirais que c'est quelque chose en demi-teinte, c'est-à-dire qu'en réalité, en termes de rapport de force sur les circonscriptions et les sièges en répartition au sein des différentes forces, LFI reste encore prépondérante, mais en influence, Jean-Luc Mélenchon a été marginalisé, mis de côté, il n'est plus le Premier ministre potentiel. On lui a demandé de mettre en sourdine quelques-unes de ses approches les plus violentes. Il a répliqué par une fronde et par une purge de ces frondeurs à l'intérieur de LFI, et en activant ou en laissant s'exprimer ou en faisant investir des candidats ouvertement antisémites, antisionistes, et qui continuent à polariser l'électorat musulman que vise Jean-Luc Mélenchon. Donc on est dans une sorte de fable avec le scorpion, et qui traverse le fleuve, mais qui est obligé de continuer à être dans sa logique, ce qui veut dire que pour les électeurs, effectivement, de gauche modérée, difficile de comprendre comment un François Hollande peut être allié à un Poutou, à un Mélenchon et aux éléments les plus radicaux de LFI, parce que tout cela, c'est d'abord un cartel électoral.
Comme vous parlez d'éléments radicaux comme Raphaël Arnaud, qui est fiché S, qui est candidat dans la première circonscription du Vaucluse. Raphaël Arnaud qui avait, le 7 octobre, relayé un communiqué de la Jeune Garde, mouvement d'extrême gauche qu'il avait fondé. Et ce communiqué parlait, je cite, d'offensive sans précédent lancée par la résistance palestinienne. On aura le temps de revenir un peu plus longuement, effectivement, sur comment un ancien président de la République peut être dans le même parti, en tout cas la même alliance que cela. Mais parlons aussi également un petit peu évidemment de l'extrême droite. Michaël Darmon, on a entendu hier, c'est pas anecdotique, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui a déclaré être contre les extrêmes et appeler les jeunes à aller voter. On entend beaucoup de jeunes, justement, et même de moins jeunes, Michaël Darmon, de Français, quand ils sont interrogés, dire après tout, le RN, pourquoi pas, on n'a jamais essayé. Alors, on aura l'occasion pendant cette campagne de décrypter que, à chaque fois que ça a été essayé à l'étranger, on ne peut pas dire que que ça a été une réussite, ni sur le plan économique, social ou même sur le plan de la sécurité. Mais nos confrères du Point ont sorti ce week-end une enquête extrêmement intéressante sur la ville de Perpignan, où justement ils ont essayé, et ce navire amiral du RN en route pour le naufrage, la ville de Perpignan. À votre avis, ce sont des analyses qu'il est important de montrer pour enlever cet argument de on n'a jamais essayé? Tout d'abord, et cet argument, vous avez raison, il est très fort. Il est partie constituante, on va dire, de la puissance du vote RN. Aux dernières élections du scrutin européen du 9 juin. L'autre donnée qu'il faut avoir en face et savoir analyser, c'est que dans 93% des communes de France, le 9 juin, le RN a été placé en tête. Et il avait une texture territoriale et organisée et du RN, qu'on l'aime ou pas, qu'on le veuille ou pas, à organiser les gens en couple dans le territoire français. Parce que il est aujourd'hui le vecteur d'une forcément anti-élite, parce qu'il y a des déconnexions d'une partie des territoires, d'une grande partie des territoires déjà élus, donc notamment les grandes villes, et bien évidemment les conventions de travail à Paris, et c'est ce qui continue d'alimenter, de porter ce vote, il n'est plus, il faut bien le savoir et le dire, ce n'est plus un vote contestataire, mais c'est un vote d'adhésion, qui est en mutation politologique complète depuis quelques années et qui est en train de continuer à se cristalliser. C'est un fait avec lequel il faut se confronter. À partir de là, effectivement, il est donné de pouvoir pour chacun de combattre cette possibilité de voir arriver éventuellement le RN à la majorité absolue. Mais le fait est qu'effectivement, si on prend plusieurs exemples, et le sentiment que même si du côté des villes, du côté de certains pays où ça a été mis en place, ça n'a pas été probant, la puissance de l'argument que ce c'est-à-dire aujourd'hui les autres échoués, c'est un instrument sera extrêmement difficile à combattre. D'autre part, vous faites appel ou faites référence à l'appel de Mbappé. Je me réfère, moi, à la façon, souvenez-vous, la manière dont la République avait organisé la scène à campagne contre Trump en mobilisant toutes les élites, les artistes, les intellectuels, les gens célèbres, et ça a provoqué l'effet inverse. Donc, sans vouloir transposer automatiquement, faisons attention à justement ne pas continuer au fond, avec ce type d'appel, à créditer et fesser entre l'égalité et la société.